Bonjour et bienvenue dans cette émission du 16 mai 2023 avec un rapport explosif en provenance des États-Unis qui prouve la conspiration de l'État profond et du clan Obama-Clinton-Biden contre Donald Trump. Alors je rappelle par précaution oratoire que je ne suis absolument pas trumpiste, en fait je ne suis triiste en rien sauf peut-être anarchiste au sens noble du terme, c'est-à-dire une méfiance première contre toutes les concentrations de pouvoir. Mais commençons par revenir sur l'émission d'hier. Je remercie les spectateurs qui m'ont fait observer que la photo que j'avais reprise pour illustrer cette descente des Champs-Élysées par Emmanuel Macron devant une absence de public, en fait n'avait pas été prise cette année, mais précédemment. Alors voici les images de cette année. Donc la réalité reste, l'illustration n'était pas adéquate, et effectivement cela fait partie d'un travail de pensée honnête et intègre que de reconnaître lorsqu'il y a eu des erreurs dans ce qu'on a présenté. La presse mainstream évidemment ne le fait plus du tout, elle ne revient pas sur ces erreurs, mais pour une raison bien simple, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des mensonges. Et à ce sujet, j'ai presque hésité un peu hier, parce qu'effectivement, le jour même où je publiais ma vidéo sur le profil psychopathologique de menteur pathologique pervers d'Emmanuel Macron, et bien celui-ci, dans une émission, disait « Mais pas du tout, je ne suis jamais méprisant. Ceux qui méprisent vraiment les Français, ce sont ceux qui leur mentent. Dans son esprit, nous. » Et donc, voilà, j'ai douté une fraction de seconde jusqu'au moment où je me suis souvenu que le principal pli des pervers manipulateurs s'appelle l'inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'ils accusent les autres de ce qu'ils commettent eux-mêmes, et d'où l'importance de toujours soigneusement documenter son travail. Si on se contente de dire non, c'est l'autre qui ment, nous sommes dans un débat du niveau intellectuel des conflits dans les préaux d'école primaire, mais si on est adulte, et faut-il rappeler qu'Emmanuel Macron est évidemment très intelligent et adulte sur le plan cognitif, mais sur le plan affectif est resté bloqué à un niveau très précoce de son développement, d'où ce côté qui lui permet de s'affranchir de la réalité. Mais si on est adulte, dis-je, nous devons dépasser le stade de l'accusation pour entrer dans le débat sur les faits. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes émissions, tout est toujours très soigneusement documenté. Alors venons-en maintenant au rapport Durham, qui a été mandaté pour faire une évaluation du processus ayant conduit des accusations de collusion avec la Russie à être portées contre Donald Trump, et on se souviendra que sa présidence a été, jusqu'à ce que le rapport Mueller le dédouane de ces accusations, extrêmement assombrie par ce soupçon qui avait été brandi par des agences nationales de sécurité. Et le rapport Durham qui a été rendu lundi contient des nouvelles fracassantes, à savoir qu'il n'y a jamais eu aucun élément concret à l'appui des affirmations du FBI et que dans sa pseudo-enquête, l'agence de sécurité nationale intérieure des États-Unis a transgressé toutes ses procédures et ses règles de fonctionnement. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a un tunnel à partir d'un soupçon étayé éventuellement par des rumeurs ou des éléments peu probants, mais on peut commencer à enquêter. Il y a toute une succession de stades à franchir avec des procédures de vérification de la qualité de l'information pour aboutir au fait de porter une affirmation publiquement. Et donc le FBI a complètement piétiné ses propres guidelines au service évidemment de l'appareil démocrate, c'est-à-dire Obama, Hillary Clinton et Joe Biden. Alors on connaît la réactivité de Donald Trump, donc sur son nouveau réseau social, il a immédiatement publié, non pas tweeté, mais publié, le Congrès doit faire quelque chose à ce sujet, il faut absolument que ce genre de situation ne se reproduise jamais. Ensuite, il a parlé de trahison, et effectivement, c'est une trahison des intérêts profonds de la nation. Et enfin, parler de crime du siècle. Donc ce qu'il apparaît à travers tout ça, c'est que Biden et Obama espionnaient Trump alors qu'il était président, ce qui est encore pire que le Watergate. Watergate, souvenez-vous, c'est ce scandale qui a fait tomber Richard Nixon,
où il a été établi que dans les semaines précédant l'élection présidentielle à laquelle il se représentait pour être réélu, eh bien, il avait fait poser des micros au quartier général du camp démocrate pour être informé de la stratégie de ses adversaires. Et donc là, vous avez un président et un vice-président sortants qui espionnent un président des États-Unis pour monter une machination visant à le faire tomber. Il y a eu une procédure d'impeachment qui a été mise en œuvre. Donc évidemment que ça va faire du chafouin, et pas plus tard que après-demain, le 18 mai, 3 lanceurs d'alerte du FBI sont convoqués pour une audition devant le Congrès américain pour parler des transgressions et des abus dont ils ont été les témoins, mais également des persécutions qu'ils ont subies de la part du FBI pour les avoir révélées. Donc vous savez qu'il y a dans tous les pays des lois qui protègent les lanceurs d'alerte, elles sont devenues inopérantes. On peut voir en France par exemple que Amin Umlil, docteur en pharmacie et juriste en droit de la santé, a été sanctionné par l'État français pour avoir joué son rôle de lanceur d'alerte, mais toujours est-il que ces procédures normalement protègent ceux qui révèlent des scandales et des comportements délinquants ou criminels à l'intérieur des agences, et donc cette audition va avoir lieu, et puis le représentant républicain Jim Jordan a dit qu'il va faire convoquer John Durham devant le Congrès pour témoigner sous serment de la réalité des constats auxquels il est arrivé. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette position assez incroyable à vrai dire, où le camp démocrate, sans rien à l'appui, accuse Donald Trump de tous les maux, mais d'un autre côté, le schéma criminel à large échelle du camp Biden, qui implique du blanchiment d'argent, du trafic d'influence, du trafic d'êtres humains, des biolabs militaires en Ukraine illégaux, enfin quelque chose de phénoménal est systématiquement couvert par l'appareil d'État américain, et donc cette notion d'État profond qui, en ce qui me concerne, avait soulevé un sourcil un peu sourcilleux la première fois que je l'avais entendu, malheureusement est une réalité. Alors on peut en rire, comme sur cette caricature, vous voyez, où on nous dit nous, en train d'attendre que le clan Biden soit enfin inculpé pour les crimes qu'il a commis. Et effectivement, on est sidéré de voir à quel point les choses ont été verrouillées au niveau de l'État, mais j'ai évidemment parlé de crimes d'État contre la démocratie, donc quand l'État est devenu criminel, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fonctionne comme un État de droit. Alors je rappelle aussi que le FBI était également intervenu dans la campagne présidentielle en empêchant que les informations véridiques portant sur le contenu de l'ordinateur du fils de Joe Biden, qui était gorgé de preuves de ses implications criminelles, eh bien donc le FBI est intervenu auprès de la presse et des réseaux sociaux pour censurer toute information à ce sujet, ce qui évidemment est une interférence avec l'élection présidentielle, c'est-à-dire une forme de coup d'État. Faut-il rappeler également que, après l'implication aujourd'hui avérée de la CIA dans l'assassinat du président Kennedy, aujourd'hui on sait que le FBI est impliqué dans la protection des personnalités qui commettaient des actes pédocriminels sur l'île de Jeffrey Epstein. Et donc, là encore, le FBI et la CIA, mais comme les agences de sécurité dans nos différents pays, participent aujourd'hui au crime organisé. Et vous voyez, Kim.com, qui est cet entrepreneur numérique réfugié en Nouvelle-Zélande aujourd'hui, lorsque les révélations ont été faites à partir des Twitter Files, que le FBI censurait les contenus sur Twitter, y compris les contenus véridiques scientifiquement, Kim.com a commenté, le FBI s'est défendu en disant non, ce sont des théories du complot, what else, alors que toutes les preuves étaient là. Et Kim.com a réagi en disant alors que vous pensiez que le monde ne pouvait pas devenir plus fou, le FBI prétend maintenant que les mots de ses propres agents dans des tonnes de courriels révélés par les Twitter Files sont des théories du complot et de la désinformation. Et donc effectivement, la plus grande révélation des Twitter Files est que la censure ne venait pas de Twitter, mais de la communauté du renseignement américain et à vrai dire même de la Maison-Blanche et du clan Biden. Alors on voit effectivement que le CDC, donc l'Agence de santé nationale américaine, discutait de la censure autour du Covid sur Twitter, ce qui est totalement illégal. C'est une agence nationale, ils n'ont pas le droit de faire ça.
rappeler avec Jay Bhattacharya, qui a lui-même, étant un des meilleurs scientifiques au monde dans le domaine de l'épidémiologie, été victime de la censure, et qui rappelait donc le but de la censure n'est pas d'empêcher les gens d'entendre une idée, c'est de délégitimer dans l'esprit du public cette idée et d'excommunier sur la place publique l'hérétique qui a osé l'exprimer dans la société polie. Voilà. Et donc, on a vu ça tout au long du Covid. Facebook, Twitter, Google, YouTube, Microsoft, LinkedIn et tous les médias mainstream bien sûr, mais qui sont déjà complètement achetés, ont censuré des informations précises venant de scientifiques honnêtes et crédibles. Et Martin Kulldorff, qui lui aussi a fait partie des censurés, dit ils doivent des excuses aux Américains et au monde entier, mais il faut aussi rappeler une fois de plus il s'est associé à une plainte collective contre le président des États-Unis et l'administration Biden, avec les procureurs généraux de différents États et différents scientifiques, pour cette censure absolument intolérable. Et donc, de nouveau, il faut mesurer la réalité des choses. La Maison-Blanche a fait pression sur des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook pour censurer des informations véridiques. Véridiques. Des choses solides et en promouvant à l'encontre des fraudes ou des mensonges. Et donc voilà, on est en train de mettre en lumière toute la machine à censurer la vérité, n'en déplaise à Emmanuel Macron, de la Maison-Blanche, mais aussi bien sûr de l'Élysée et des différents gouvernements occidentaux. Alors tout ceci est évidemment très inquiétant, mais contient également un côté positif en ce que cela aide à mettre en lumière un ensemble de choses dont on se doutait et dont on pouvait avoir une conviction raisonnable, mais qui aujourd'hui peuvent être considérés hors de tout doute raisonnable selon l'expression juridique consacrée, tels que Robert Kennedy Jr., candidat à la présidence des États-Unis, le dit sur les différentes chaînes de télévision où il est invité, que son oncle, John Fitzgerald Kennedy, a bel et bien été assassiné par la CIA. Et aujourd'hui, il n'y a réellement plus de doute raisonnable par rapport à ça. La CIA, qui à l'époque déjà était de connivence avec les principales mafias. Et d'ailleurs, Robert Kennedy Jr. rappelle que alors que l'ensemble des documents auraient déjà dû être déclassifiés, la durée de rétention dans le secret de ces documents a été prolongée à plusieurs reprises et aujourd'hui, l'administration Biden cherche à faire détruire ces documents de sorte à ce qu'ils ne puissent jamais être consultés. Et donc, comme je l'ai développé dans des émissions précédentes, ceci nous met face à la réalité des crimes d'État contre la démocratie qu'avait dénoncé le professeur Lance DeHaven Smith en montrant qu'il y a aujourd'hui un historique extrêmement lourd de cette criminalité de nos États contre la démocratie et contre leur population, en sachant qu'il y a des officines de propagande dans tous les différents pays qui s'appliquent à œuvrer pour cacher la réalité de ces crimes en faisant passer leurs dénonciations pour des théories du complot. Donc c'est évidemment le cas de Conspiracy Watch en France, qui aujourd'hui est sous enquête pour avoir, semble-t-il, touché indûment des financements qu'il n'aurait pas dû toucher, mais dont de toute manière le travail de propagande, dans le sens que je vous indique, est tout à fait vérifiable. Donc vous voyez que sur l'affaire Epstein, qui de nouveau mouille la CIA, les services secrets israéliens et le FBI pour avoir protégé, ou plutôt instrumentalisé de la pédocriminalité pour faire chanter des personnalités dans le monde entier, eh bien vous voyez que le travail de Conspiracy Watch, évidemment, servait à faire passer les révélations de ce scandale énorme et gravissime et posant un danger à l'échelle mondiale comme étant de la théorie du complot. Et faut-il rappeler encore une fois que Conspiracy Watch a été abondamment financé par l'État français, mais également par M. David de Rothschild, qui était l'employeur précédent d'Emmanuel Macron. À demain.